Merci beaucoup, Paul Lou, pour et cette introduction et cette présentation, et évidemment pour l'invitation à réfléchir avec vous autour de cette question de l'expérience dont tu viens de euh, redire quelques mots qui remettent encore en perspective le petit argumentaire qui présidait à la discussion d'aujourd'hui. Et je pense que tes questions, effectivement, nous permettent, en tout cas, moi, surtout la deuxième question sur l'au-delà et peut-être l'en-deçà de la crise, parce que je commencerai par là. Je pense que donc la question de l'au-delà renvoie à celle de l'en-deçà de la crise quant à au statut et à la place de l'expérience. C'est vrai que je pense que mon exposé, enfin, ou ma petite introduction au lancement de la discussion va être plutôt introductif. Et donc, en tout cas, rencontre une partie des questions que tu viens de soulever. Je ne sais pas si je peux moi-même activer le PowerPoint. Oui, oui, D'accord. tu as la main, tu as la main D'accord. normalement, Jean-Philippe. Donc, euh, je suis moi-même reparti pour un petit peu concevoir les propos que je voulais vous partager de ce petit argumentaire, et je voudrais en partie reparcourir cela et un certain nombre de termes et d'enjeux qui s'y trouvent repris. En partant de cette notion alors d'incertitude radicale, je ne sais pas si on l'a définie exactement à partir de cette notion d'ailleurs développée à l'époque par René Fox concernant l'incertitude en médecine, dont une des caractéristiques ou d'une des difficultés effectivement était l'incertitude quant à l'incertitude, c'est-à-dire effectivement de ne pas savoir exactement où on en était de ce point de vue-là. Euh, je disais en introduction que je repartirais bien, ou que je serais bien reparti d'un certain en-deçà de la crise, même si je pense effectivement que la crise est, alors comme on l'a déjà beaucoup dit à beaucoup d'égards, et Paul Lou l'a répété, un révélateur tout à fait radical lui-même, je pense, d'un certain nombre de questions. Je préciserai aussi que mon intervention sera plutôt localisée dans le champ de l'éthique, même si je trouve aussi très, très, très important de discuter par la suite de cette notion d'expérience aux différents niveaux aux différents niveaux qui ont été un peu convoqués, que ce soit les connaissances, que ce soit l'éthique, que ce soit la clinique, comment cette notion joue aux différents niveaux. Je voudrais donc repartir de quelque chose qui est assez bien en arrière-fond du travail que je mène depuis plusieurs années avec mes collègues, c'est cette notion de déstabilisation de l'éthique à l'âge de la technoscience, euh, qui a été, si vous voulez, un petit peu le leitmotiv de deux philosophes belges très différents, et à la fois très différents et très proches, que sont Jean Ladrière et Gilbert Autois, euh, parce qu'il me semble que leur approche, euh, peut-être plus particulièrement celle de Jean Ladrière, il y a déjà une trentaine d'années, à travers cette notion de déstabilisation de l'éthique, ou de déstabilisation
en reprenant le terme de base de l'éthos, convoquait déjà ou manifestait déjà l'importance de la notion d'expérience quant à ces questions d'éthique, au traitement de ces questions d'éthique. Effectivement, ce que Jean Ladrière mettait en avant, c'est que sans doute le langage technoscientifique, le développement technoscientifique avait profondément déstabilisé toute une série de repères qu'il reprenait dans le registre de la corporéité, donc de la relation, de la représentation des croyances à l'égard du corps, des représentations et des croyances à l'égard de la relation et de la relation à l'autre, et enfin de la relation à la temporalité que cette technoscience aussi, si on prend simplement l'exemple de la médecine prédictive, on comprend bien ce que ça peut signifier. Et à partir de ce constat, de cette déstabilisation de l'éthos, des ethos qu'opère la technoscience, la réflexion de Jean Ladrière était de considérer que l'éthique aujourd'hui devait être prioritairement compris comme un effort de réinterprétation de cette déstabilisation vécue et expérimentée par les individus touchés d'une certaine manière par la technoscience, plutôt que une perspective décisionniste, comme il la décrivait, qui consiste à déterminer que telle ou telle approche éthique aurait été pertinente pour répondre à ces questions. Donc, je dirais, voilà, il y a déjà un certain nombre d'années, une prise de position, enfin, ou une analyse de ce qui nous arrivait à l'âge du développement des technosciences, comme appelant, comme convoquant, comme à la limite manifestant comme ressource essentielle du traitement des questions face auxquelles nous étions, cette notion d'expérience. Ce point de vue a, me semble-t-il, été renforcé par Gilles Berothois, même si c'est sur des bases assez différentes, dans sa réfutation à l'âge ou dans le paradigme de ce qu'il appelait le paradigme bioéthique, de la possibilité d'une éthique de surplomb, c'est-à-dire d'une éthique qui pourrait venir dire ou pourrait venir répondre d'une certaine manière de l'extérieur d'un éclairage intellectuel les questions qui étaient posées, ce qui l'amenait dans sa perspective à lui, à renforcer et rappeler le caractère nécessairement internaliste, pluraliste et interdisciplinaire des réponses qu'il était possible d'adresser, de formuler, de construire par rapport à ces questions. Dans ce cadre, me semble-t-il, et Paul Loup y a fait référence, la crise pandémique que nous traversons renforce évidemment cette situation de manière assez radicale, effectivement, parce que je pense qu'elle ajoute d'une certaine manière à ce premier constat une couche, si je puis dire, dans le fait et dans ces remises en question du point de vue du savoir dont nous disposons, des effets et des usages de la technologie, mais aussi plus fondamentalement par les mesures qui ont été prises, une remise en cause et en question des modes de vie, voire même aussi une remise en question ou une interrogation fondamentale quant aux institutions, à à leur fonctionnement et aux réponses qu'elles pouvaient donner à la crise. Enfin, et de manière plus globale, et pour faire la bascule sur une réflexion à propos, je dirais, de l'expérience elle-même, je pense qu'on peut rattacher tout cela à un mouvement encore plus général et historiquement plus large
que notamment avait pointé quelqu'un comme John Dewey et les pragmatistes de manière plus générale, à la fin du 19e et début du 20e, le fait que leur philosophie aussi rencontre l'idée qu'on n'est plus dans un monde fixe, mais qu'on est fondamentalement, et suite notamment aux travaux évidemment de Darwin, dans un monde en perpétuelle évolution qui permet, je dirais, difficilement d'être à la recherche de certitudes et pour ce qui le concerne, d'indiquer et de souligner le fait qu'on soit dans un passage d'une recherche de certitude vers plutôt une recherche de sécurité. Alors, voilà un peu la toile de fond sur laquelle, me semble-t-il, de manière assez fondamentale, aujourd'hui, la question de l'expérience, le recours à l'expérience vécue des individus est une ressource, à mon sens, tout à fait fondamentale pour, je dirais, développer face aux questions auxquelles on est confronté, à la fois des connaissances, mais aussi une réflexion sur les orientations de l'action, ce qu'on peut donner comme définition d'une certaine manière de l'éthique, qui soit sur une base, je dirais, sensée dans le contexte actuel. Et donc, d'une certaine manière, je m'interrogeais à ce propos-là, et je pense que c'est une discussion intéressante qu'on pourra avoir, sur la notion d'expérience comme refuge. Alors, effectivement, on peut la comprendre effectivement comme une forme de repli par rapport à la mise en cause d'un certain nombre d'autres certitudes. Mais moi, là aussi, je rebasculerai plutôt sur l'autre terme utilisé dans l'alternative ou dans les deux axes présentés par Paul Loup, plutôt la crise pandémique que l'on traverse aujourd'hui comme un formidable, quelque part, révélateur de la nécessité de s'appuyer sur cette expérience pour formuler et construire des réponses à la fois adéquates et légitimes aux questions auxquelles on était confronté. Auxquelles on est confronté, pardon. Dans l'histoire de la réflexion éthique que l'on mène à Lille, depuis longtemps déjà, l'idée d'une articulation à l'éthique clinique comme philosophie contextuelle, comme philosophie inscrite dans les contextes, dans ce que Cadoré, je dirais, exprimait par le titre d'un de ses ouvrages déjà en 1994, comme étant l'expérience bioéthique de la responsabilité, c'est-à-dire, toujours dans le sillage des auteurs que j'ai cités plus haut, l'idée que la réponse aux questions posées dans le champ de la bioéthique au sens large aujourd'hui était une forme, selon lui, d'articulation, c'est comme ça en tout cas qu'il le développait dans cet ouvrage, entre une éthique de la responsabilité vécue par les individus, en référence notamment à Lévinas, et une éthique herméneutique permettant de dérouler et d'interpréter d'une certaine manière cette expérience vécue, cette action vue comme un texte, pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur. Voilà un premier mode de traitement de la question. Je pense aujourd'hui qu'une série de situations nous montrent véritablement, dans le cadre de la crise pandémique, je prends un exemple extrêmement, extrêmement concret, extrêmement pratique, ce que la notion et les enjeux que portent les visites et les difficultés, les interdictions, les fermetures et puis les ouvertures dans des modalités X ou Y suivant les époques de confinement, déconfinement, ce que toute la densité et la nécessité de reconsidérer les enjeux du vieillissement, des relations familiales, de l'hébergement dans les EHPAD et de ses modalités,
qu'on en a pu, que l'on peut et qu'on pourra, me semble-t-il, révéler, traduire et même utiliser, me semble-t-il, dans une prise en considération de ce qui s'est vécu et des expériences faites au niveau des visites. Je pourrais développer par la suite, mais je n'ai pas trop le temps aujourd'hui. Et donc, il me semble que plus qu'un refuge, je dirais que la situation actuelle est, me semble-t-il, un appel à développer des approches plus riches de l'expérience, ce que, me semble-t-il, euh, on fait, on promue et aujourd'hui sont revenus fortement, je dirais, au devant de la scène, les pragmatistes, précisément dans le refus d'une approche dualiste dans laquelle l'expérience pouvait être considérée d'une certaine manière comme quelque chose d'éventuellement peu ou une première approche simplement des choses qui devraient être traitées dans un second temps par l'intellect, par la lumière de la raison, pour véritablement reconstruire l'exercice de la pensée tout entière et de la philosophie à partir d'une conception non dualiste de ce qu'ils appellent l'expérience naturelle, c'est-à-dire d'une expérience enchâssée dans les interactions entre les organismes et leur environnement, d'où émerge la pensée, les connaissances, les biens et les fins poursuivis, en montrant en quoi l'enquête réflexive sur cette expérience peut et doit d'une certaine manière dépasser le champ de la science pour s'appliquer également à l'éthique. Et donc, si vous voulez, je pense qu'à cet égard, les travaux de John Dewey, notamment à la suite de James, qui consiste à développer une philosophie continuiste de l'existence, dans cette approche, je dirais, de l'expérience, de ce qu'ils appellent dans leur cadre l'expérience naturelle, permet d'articuler une conception très riche dont, à mon avis, il faudrait que l'on tire de plus en plus tous les enseignements, permettant d'articuler le physique, le vital, le mental et le social. C'est d'ailleurs à travers à la fois une psychologie biologique dans laquelle Dewey a reconstruit l'acte réflexe envisagé comme une interaction vitale, pratique et affective avec l'environnement, qu'il a pu montrer comment les vivants et l'environnement sont co-impliqués dans une construction réciproque les uns des autres, à travers une expérience plurielle déjà beaucoup plus riche que simplement une espèce de réceptivité à un monde extérieur sur le plan de la sensorimoteur et d'une connexion entre différents enjeux sensorimoteurs de la vision, du toucher, etc., qui permet précisément et qui est l'accroche, selon lui, de l'émergence d'une réflexivité, de la possibilité d'une déconnexion d'une certaine manière par rapport à l'acte réflexe et de l'engagement de la réflexivité et de l'apprentissage qui est une notion tout à fait centrale pour les pragmatistes. Et dans cette continuité d'une philosophie qui se veut continuiste, de développer une psychologie sociale qui montre que ces expériences interactives sont immergées et connectées dans un monde social fait d'associations, de participation, de communication, donc qui sont l'objet non pas simplement d'une expérience individuelle, mais aussi évidemment d'une expérience collective. Et c'est à partir de cette matrice de l'expérience qui constitue vraiment le socle de la philosophie deweynienne qu'il a développé cette idée qui aujourd'hui, en tout cas, m'inspire beaucoup dans la volonté au sein d'une réalité sociale de plus en plus complexe, évolutive et aujourd'hui effectivement en crise, étant donné la pandémie, du développement d'une éthique
à travers et à partir de l'expérience dans une logique d'enquête collective et réflexive. Ce qui, effectivement, est peut-être un peu contre-intuitif ou paradoxal par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui comme expérience de la gestion de la pandémie, dans lequel, je pense, un certain nombre d'entre nous ont souligné par écrit, par oral et dans différents contextes un certain étonnement par rapport à cette gestion qui, justement, n'est pas insérée dans cette logique. Et donc, je pense que, si vous voulez, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, et j'en terminerai là, euh, ouvre à un tournant contextualiste et pragmatiste en éthique qui, me semble-t-il, est appelé à donner une place de plus en plus grande à cette notion d'expérience et à permettre, me semble-t-il, de rejoindre un certain nombre de questions qui étaient posées dans l'abstract, dans l'argument du séminaire de ce soir. Quelle capitalisation est possible de l'expérience? Comment éviter la dilapidation de ce rapport et de ces expériences? À l'inverse peut-être, ou à l'extrême inverse, éviter une fossilisation de cette expérience. Et je pense que dans le sillage de la philosophie expérimentaliste, y compris appliquée à l'éthique et aux questions politiques, John Dewey nous permet de donner des réponses à ces questions et des réponses aussi aux projets universalistes et volontaristes de la morale moderne, dont on perçoit qu'elle ne permet pas suffisamment justement de s'inscrire véritablement dans les contextes, de prendre la mesure des incertitudes qui les traversent et les questions qui y sont soulevées en construisant des collectifs capables de construire et de mettre en place des réponses adéquates. C'est tout, à mon avis, l'enjeu d'un tournant contextualiste et pragmatique en éthique qui s'articule avec, je dirais, une réflexion autour de la gouvernance des processus sociaux consistant à tenter de transformer des formes d'autogouvernement des collectifs, et il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont, je dirais, concernés par la crise, plus justes et plus conformes au bien commun. Et tout l'enjeu, évidemment, de ce tournant contextualiste et pragmatiste est effectivement de réfléchir à des questions complexes et qui n'ont pas encore trouvé des réponses complètement satisfaisantes. C'est comment s'inscrire véritablement dans ces contextes et rejoindre cette expérience pour qu'une recomposition des affects et de l'expérience des acteurs soit possible. Quel type d'espace mettre en place pour rendre possible cette réflexivité des collectifs au-delà de la formalité des modèles délibératifs, en permettant effectivement à ceux-ci d'être en phase avec les processus d'apprentissage qu'il est possible de faire à travers l'expérience. Voilà un petit peu l'introduction que je voulais vous proposer ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Jean-Philippe, pour cette première intervention très, très riche. Il y a beaucoup de contenu et par conséquent de questions, j'imagine, que le, que le public voudrait poser, même si pour le moment personne n'a réagi dans le fil de discussion. Alors, Jean-François Thébault. Merci beaucoup de me donner la parole. C'est un béotien, un philosophe comme je suis, dans un discours aussi qui est aussi haut de volée. C'est passionnant, mais je voulais rebondir sur une question très, très pragmatique, et c'est normal puisqu'on parle de pragmatisme là. On voit très souvent quand on suscite donc une réflexion collective par des conseils citoyens, on voit très bien que les réflexions qui sont et les conclusions qui sont données se heurtent très souvent comment dire, à la volonté de groupes, de collectifs infra, et qu'il en sort de très belles idées par un consensus adopté, mais qui ne sont pas acceptables par les différentes communautés qui vont les subir. On pourrait prendre comme exemple, par exemple en France,
les gilets jaunes et la taxe sur le gasoil, on pourrait prendre la taxe et les bérets rouges, la taxe sur le transport routier et les bérets rouges, mais on pourrait prendre plein d'exemples. C'est-à-dire que quand on regroupe dans cette volonté d'avoir une volonté d'une discussion démocratique, collective, finalement, ce sont des très belles idées qui en sortent. Et là, on le voit actuellement aussi dans l'économie circulaire et dans les rapports sur des lois en discussion. On voit qu'il y a une bien-pensance collective qui s'installe pour proposer des choses qui finalement ne sont pas admises par les plus petits collectifs qui représentent des intérêts, mais des intérêts de vie quotidienne. Comment concilier les deux? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre toute dernière, le tout dernier aspect de votre question sur les collectifs, les petits collectifs Et si je prends un exemple caricatural, on voyait bien que l'intérêt de la collectivité, on va prendre un exemple très caricatural avec les gilets jaunes en France, hein. L'intérêt collectif pour le climat, c'était de taxer le gasoil. Et tout le monde était d'accord et ça a été voté quasi à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Mais quand ça s'est heurté aux conséquences que ça pouvait avoir pour des catégories d'individus spécifiques, on a vu que c'était inacceptable pour eux parce que les conséquences étaient trop difficiles et trop dures. Tout à fait. Tout à fait. Je cerne mieux, effectivement. Merci pour cette question. Je pense qu'elle me permet de faire un tout petit peu complément, enfin, où évidemment votre question ouvre de multiples questions, mais effectivement, on peut prolonger un petit peu dans la perspective que John Dewey donnait à ces questions un peu plus ici épistémologiques sur un plan politique. C'est vrai qu'il se situe, et on peut dire que la crise des Gilets jaunes est une manifestation de cela, dans une réflexion qui consiste à, je dirais, démocratiser la démocratie, donc approfondir, selon lui, pour des raisons et fonctionnelles et de légitimité, le modèle démocratique, dont certains ont fait du parlementarisme l'unique et l'ultime modèle, alors que ceux qui sont dans le sillage de cette pensée-là sont extrêmement exigeants, je dirais, sur ce processus de démocratisation. Bon, la question évidemment qui est posée, c'est quel type de démocratisation pour pouvoir adopter. Alors, dans ce cadre-là, une des réponses, en tout cas, que donne le courant pragmatiste, c'est ce qu'ils appellent l'expérimentalisme démocratique. C'est-à-dire effectivement que, si vous voulez, même les arènes de délibération démocratique, telles qu'elles fonctionnent dans des formules de type G1000, de type nouveau forum, ne semblent pas pour eux encore suffisamment articulées précisément à la vie démocratique et à l'expérience que font un certain nombre de groupes ou de sous-groupes de choses très concrètes dans leur vie. On pourrait dire, même s'il y a discussion possible à propos des Gilets jaunes, effectivement, qu'une mesure qui peut-être faisait le consensus d'un peu tout le monde d'un certain point de vue, avait oblitéré que l'expérience de vie d'un certain nombre était qu'il n'était pas très facile de supporter les conséquences de la mesure en question. Et donc, effectivement, cette idée d'expérimentalisme démocratique indique que le phénomène de la représentation nationale classique par le vote pour des représentants n'est sans doute pas à exclure, loin de là, mais en tout cas insuffisant pour prendre la mesure de l'expérience que font un certain nombre de problèmes ou de questions qui ne sont pas réglées, je dirais, par la représentation classique. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut entendre aussi des propositions qui ont été faites sur ce sur certains, notamment Bruno Latour, a appelé à l'époque le Parlement des choses, etc., en disant qu'une deuxième chambre
représentative pourrait éventuellement le faire par le biais des choses qui seraient représentées plus que directement, ou des choses ou des problématiques, la vache folle par exemple, plus que des humains. Donc voilà, enfin, c'est simplement pour vous dire que cet ancrage dans l'expérience et cette reconstruction de la philosophie ou de la philosophie politique à partir de l'expérience conduire aussi à des réflexions de ce type-là. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long. Merci beaucoup à tous les deux pour votre échange. Après cette première intervention, disons, assez conceptuelle sur l'expérience et la richesse de l'expérience, la réévaluation de sa place au travers de la crise et au-delà, je vais donner la parole successivement à Romain Luto, qui est anthropologue, et aussi à Clément Tarantini, qui est également anthropologue. Alors, Romain Luto est médecin généraliste à Marseille, également en thèse d'anthropologie, et il va nous parler de ses recherches sur les médecins généralistes marseillais dans le contexte de la crise de la Covid-19, et en particulier dans les rapports, j'imagine, avec les antiviraux. Romain Luto, je vous laisse la parole, merci beaucoup.